Je vais m'intéresser dans cette vidéo à l'exercice 1 du sujet d'Asie juin 2019 pour les terminales ES. C'est un QCM. Il faut donc répondre simplement une lettre pour la réponse sans justifier. Donc nous, on va essayer bien entendu de justifier. Alors pour la première question, on me dit x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 20 et 0,4. Petit rappel, quand on note la loi binomiale sous cette forme-là, le premier paramètre correspond à n, le nombre d'essais ou le nombre d'épreuves de Bernoulli qu'on est en train de faire, et 0,4 correspond à la probabilité du succès. Petit rappel, on peut imaginer un sondage de 20 personnes. Donc on va interroger 20 personnes. Chaque personne a une probabilité de 0,4 de nous répondre oui. Et donc notre but est de connaître la probabilité qu'il y ait, par exemple, exactement 7 personnes qui nous répondent oui parmi les 20 personnes qu'on va interroger. Pour cela, on utilise la calculatrice. Et je vais donc dans Distribution, binôme FDP. Je vais rentrer, on me demande le nombre d'essais, donc c'est ce qui correspond à n. Je remplis 20. Pour P, c'est 0,4. Et la valeur pour X, donc binôme FDP, permet de calculer pour une valeur exacte. Donc je donne la valeur 7. Je calcule et je trouve 0,166 arrondi au millième. Donc je pourrais éventuellement me demander si ça vaut pareil que ce qu'on m'a annoncé. Donc 20 fois 0,4 puissance 7. Ça me donne 0,033. Ça n'est donc pas la bonne réponse. Maintenant, quand j'observe les autres réponses, je peux me dire qu'avec la calculatrice, je peux calculer rapidement C et D. Puisque ma calculatrice, j'ai une fonction qui est le binôme FREP, qui me permet de calculer, lorsque ma variable aléatoire grand X, la probabilité pour qu'elle soit inférieure ou égale à une valeur. Je sais que quand c'est supérieur strictement ou supérieur ou égal, j'ai une petite manipulation à faire. Donc pour inférieur ou égal, je n'en ai pas, donc je vais commencer par ces deux-là. Je retourne dans Distribution. Cette fois-ci, je vais chercher binôme FREP comme fonction de répartition. Nombre d'essais, c'est toujours 20, ça n'a pas changé. P, c'est toujours 0,4. La valeur de X, cette fois-ci, si je veux calculer pour petit c, je donne la valeur de X 4. La calculatrice sait que, comme j'ai choisi binôme FREP, elle sait que c'est P de X inférieur ou égal à 4. Et ça me dit 0,051 si j'arrondis au millième. Mais moi, je veux arrondir au centième, puisque dans mon énoncé, il y avait marqué arrondir au centième. Je suis donc tombé sur la bonne réponse. La bonne réponse va donc être la réponse C. Je sais qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, donc je peux répondre que c'est la C sans avoir vérifié la B ou la D. Cela dit, si je veux quand même vérifier la D par exemple, je retourne dans Distribution. Je retourne dans binôme FREP. 20 essais, probabilité de 0,4 et une valeur qui est de 7 puisque je veux inférieur ou égal à 7. Je valide et je trouve 0,42. Ce qui n'est pas 0,25, donc la D n'est pas une bonne proposition. Enfin, pour P de X strictement plus grand que 4. Je vais rappeler la méthode. La méthode, c'est de passer par l'événement contraire. Le contraire d'être strictement plus grand que 4. Donc si j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 20, être strictement plus grand que 4, c'est donc être égal à 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, etc. jusqu'à 20. Je sais que la somme de toutes ces probabilités donne 1. Donc, si je veux la somme des probabilités que j'ai repassées en rouge, je peux aussi
dire que c'est toutes les probabilités, donc 1 moins celle que je suis en train de repasser en vert. J'ai donc que la probabilité pour que x soit strictement plus grand que 4, c'est donc égal à 1, l'ensemble de toutes les possibilités, de probabilité de toutes les possibilités, moins la probabilité que x soit, alors dans ma calculatrice, j'ai droit qu'à inférieur ou égal, pas inférieur strictement. Donc, soit inférieur ou égal à 4 pour avoir tous ceux qui sont en vert ici. Qui peut aussi s'écrire inférieur strictement à 5, puisque être inférieur strictement à 5, c'est être inférieur ou égal à 4. Pourquoi je choisis inférieur ou égal à 4 et je ne laisse pas strictement plus petit que 5? C'est parce que ma calculatrice fait les inférieurs ou égaux, donc ça m'évitera de me tromper. À cela, je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer cette probabilité que P est inférieur ou égal à 4. Alors, il se trouve que je l'avais déjà faite, puisque c'était ma réponse C. Mais je vais le refaire. Distribution, binôme FREP, 20, 0,4. Et là, je me retrouve avec 4. Je valide et ça me fait 0,51. Du coup, je tape 1 moins cette réponse et je me retrouve avec 0,95 environ. Donc, environ égal à 0,95. Ce n'est donc pas la bonne réponse arrondie au centième. Dans la question 2, on me propose une équation et on me demande à savoir est-ce qu'il y a une unique solution qui vaut 3, est-ce qu'il y a une unique solution qui vaut ln de 3, est-ce qu'il y a deux solutions qui sont 0 et ln de 3, ou est-ce qu'il y a deux solutions qui sont 0 et 3. Alors là encore, il y a deux méthodes. Il y a la méthode élégante et il y a la méthode qui est que on est dans un QCM, donc on nous a fait des propositions. On va pouvoir fonctionner en essayant les propositions et voir celle qui nous semble la plus pertinente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution d'une équation? Une solution d'une équation, c'est un nombre que on peut mettre à la place de x qui ferait que l'égalité serait vraie. Je peux donc tenter, par exemple, pour voir si la réponse A fait partie des candidates pour la bonne réponse, je pourrais regarder si 3 est une solution de l'équation, c'est-à-dire en remplaçant x par 3, est-ce que e puissance 3 au carré me donne le même résultat que 3 fois e puissance 3. Pour cela, je prends ma calculatrice et je fais mes calculs. E puissance 3 au carré me donne 403, etc., etc. 3 fois E puissance 3 me donne 60,25. Ce qui veut dire que 3 n'est pas solution. Ce qui veut dire que j'ai déjà deux propositions qui ne peuvent pas être correctes. Celle qui me disait que 3 était solution ne peut pas être correcte. Et celle qui me disait qu'il y avait deux solutions, 0 et 3, ne peut pas être correcte puisque je viens de montrer que 3 n'était pas solution. 0 est peut-être une solution, mais là-dedans, on me dit qu'il y a 0 et 3. Donc, si l'une des deux n'est pas solution, par exemple 3, cette affirmation est donc fausse. Il me reste à vérifier si la B ou la C me donne satisfaction. Alors, si j'observe la B et la C, dans les deux cas, donc il y en a forcément une des deux qui est correcte. Dans les deux, je trouve qu'il y a ln de 3.
Donc, à mon avis, ln de 3 va être solution forcément, puisqu'il y a une des deux phrases qui doit être correcte. Donc, la question, c'est est-ce que 0 est aussi solution, dans lequel cas il y a deux solutions 0 et ln de 3, ou est-ce qu'il n'y a que ln de 3? Donc, je vais vérifier avec 0. E puissance 0. Hop. Que je mets au carré. Ça vaut donc 1. Donc on aurait pu le trouver tout seul puisque E puissance 0 donne 1. 1 au carré, on tombe sur 1. Et de l'autre côté, je m'attends à trouver 3 fois E puissance 0, c'est-à-dire je m'attends à trouver 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc 1 n'est pas égal à 3. Je vérifie, si jamais j'ai vraiment beaucoup de mal en calcul, je peux quand même le taper sur ma calculatrice. 3 fois E puissance 0, ça me donne 3. Je me rends donc compte que 0 n'est pas solution, ce qui élimine la réponse C. J'ai donc la réponse B comme bonne réponse. Je peux tout de même vérifier si ln de 3 est bien solution. Alors si je suis un petit peu habile en calcul, je remplace par ln de 3. Ça va me faire exponentielle de ln de 3. L'exponentielle et le ln vont se neutraliser, ce qui fera 3. 3 au carré, je vais trouver 9. Donc 9 dans le membre de gauche. Ici, exponentielle de ln de 3, exponentielle et ln vont se neutraliser, je vais retrouver 3. 3 fois 3, 9. J'ai bien 9 des deux côtés de l'égalité. Donc 9 égale 9, pas de problème. Donc ln de 3 est solution. Une manière plus élégante serait de résoudre l'équation dans R. Donc je me réécris l'équation. Égale 3 exponentielle de x. Je vais vous exposer seulement une manière de résoudre, parce qu'en réalité, il y en a plein. Il y a plusieurs manières en faisant des équivalences différentes d'obtenir le même résultat. Donc je vais utiliser tout d'abord la propriété qui dit que pour tout réel a et b, exponentielle de a à la puissance b me donne exponentielle de ab. Donc je me retrouve avec exponentielle de 2x qui doit être égal à 3 exponentielle de x. Ici, j'ai des nombres qui sont positifs. Je peux donc appliquer le logarithme népérien des deux côtés de l'égalité. Je peux écrire une équivalence lorsque j'applique le logarithme népérien dans les deux membres de mon égalité, car le logarithme népérien est une fonction strictement croissante. Ce qui veut dire que deux nombres ont la même image et que lorsque j'ai deux images qui sont égales, c'est que les antécédents étaient forcément égaux puisqu'il n'y en avait qu'un seul qui avait cette image puisque la fonction est strictement croissante. Donc car ln est strictement croissante sur R plus étoile. 0 plus l'infini, 0 exclu. Je me retrouve avec le logarithme et l'exponentielle qui se neutralisent. J'obtiens donc 2x égale, et ici, j'observe une multiplication entre 3 et exponentielle de x, ce qui me donne la somme de deux logarithmes, ln de 3 plus ln de e de x. Je fais bien attention, lorsque j'ai un produit et que je veux le transformer en addition, à ce que chaque chose que je mets à l'intérieur de mon ln soit bien des choses positives, puisque le logarithme népérien n'existe que pour des nombres positifs. Ce qui est donc équivalent à dire que 2x est égal à ln de 3 plus ln de e de x, ln et exponentielle se neutralisent. Je me retrouve avec x, j'isole désormais x. J'ai donc 2x moins x qui me donne ln de 3, ce qui me dit que x est égal à ln de 3. Donc j'ai vraiment une équivalence, ce qui veut dire que ici je n'ai trouvé qu'une solution, c'est qu'il n'y en avait qu'une seule. Je suis donc sur
La réponse B, une unique solution. Pour la question 3, on me donne l'expression d'une fonction qui est définie sur R. Donc pour tout x appartenant à R, f de x vaut x sur exponentielle de x. On me demande à quelle autre expression est égale mon expression de la fonction f. On me fait 4 propositions. Alors, je peux m'en sortir en utilisant les propriétés du cours, tout simplement, hein, en modifiant, en essayant de mettre cette expression sous la forme d'une de celles qui est ici. Assez rapidement, je sais que quand je divise par une exponentielle, cela revient à multiplier par l'exponentielle avec un exposant opposé. Effectivement, j'ai la propriété de mon cours qui dit que pour tout réel a, 1 sur exponentielle de a est en fait égal à exponentielle de moins a, pour n'importe quel nombre réel a. Donc c'est vrai aussi avec x. Donc ce f de x, je peux le voir comme étant x fois 1 sur e de x, ce qui me donne x fois e de moins x. C'est donc la réponse D qui est correcte, ce qui sous-entend que les autres réponses sont fausses. Si vraiment je ne me souviens plus, gros coup de panique, je ne me souviens plus des propriétés de l'exponentielle et je me retrouve face à un exercice comme ça, je peux m'en sortir de la manière suivante. Je sais que ma fonction peut s'écrire comme celle-là, donc je peux très bien la tracer sur un graphique. Voilà. Et donc, je peux m'intéresser éventuellement. Alors, la fenêtre est peut-être pas très bien choisie. Hop. On va plutôt faire un zoom cadre. J'utilise mon zoom cadre. Je valide. Donc, j'ai ma fonction f. Ça, c'est ma vraie fonction f. Et donc après, je vais pouvoir éventuellement tracer les autres courbes et voir celles qui collent en tout point à cette courbe-là. Donc dans f de x, je vais demander à ce que ça me trace, en sélectionnant le égal, à ce que ça me trace la première proposition en même temps que la première courbe. Si je fais mon graphique, je m'aperçois que la courbe rouge n'a rien à voir avec celle qui est en bleu, ce qui veut dire que l'expression que j'ai considérée en petit a n'est pas la bonne. Je retourne dans f de x, alors je peux faire ça avec toutes, hein, et du coup, ça me retrace la courbe de la fonction f. C'est un petit peu long. Et cela m'en trace une autre, qui n'est donc pas la même courbe que celle de f. Ce n'est donc pas la bonne proposition. Je continue. Je les fais toutes pour que vous soyez bien convaincus. Donc celle-là, c'est ma proposition C. J'ai donc la courbe représentative de f qui se trace. Et je vais avoir la courbe représentative de la proposition C qui va se tracer. Et on voit qu'elle est complètement différente. Je vais donc tenter avec la dernière proposition. Et normalement, je devrais voir que ça m'amène à la même courbe. Donc courbe représentative de f qui se trace en premier et en bleu. Et la courbe représentative de la proposition D. Et on voit que ça repasse exactement puisque la courbe s'est changée en noir et que le noir était la couleur choisie pour la dernière courbe tracée. Donc, je sais que c'est la quatrième proposition qui est la bonne. Alors, bien entendu, on espère très fortement que vous soyez capable de faire quand même la méthode par le calcul. Pour la question 4, on arrive à une question sur
La loi normale. On vous dit, soit grand X une variable aléatoire suivant une loi normale dont la densité de probabilité est représentée ci-dessous. Donc la densité de probabilité, rappelez-vous, c'est la fonction qui va gérer vos calculs de probabilité. C'est celle qui vous sert du coup, par exemple, à trouver la probabilité que grand X soit entre 170 et 230. Eh bien, c'est l'air sous cette fameuse courbe représentative de la densité de probabilité qui va nous donner la probabilité. Donc l'air, pour les x compris entre 170 et 230, c'est l'air que j'ai représenté en vert qui est grisé sur votre sujet. Elle vaut 0,95. Ce qui veut dire, par exemple, comment on l'interprète, que la probabilité que grand X soit entre 170 et 230, eh bien, vaut 0,95. Donc voilà, on me dit que cette surface grisée, cette surface verte, pour moi, a une aire de 0,95, donc correspond à une probabilité de 0,95. On me demande la valeur approchée à 0,1 près du nombre petit a, qui est ici, pour que P de x supérieur ou égal à petit a soit égal à 0,1. Donc, déjà, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est qu'on ne me demande pas de calculer une probabilité, ce qu'on me demande de trouver, c'est le petit a, c'est donc une valeur, pour moi, ici, que je pourrais représenter sur l'axe des abscisses. Donc, je veux savoir la probabilité pour que grand X soit supérieur à cette fameuse valeur que je cherche, soit égale à 0,1. Alors, déjà, pour une loi normale, la probabilité que x soit supérieur à une certaine valeur, c'est une zone dans laquelle, donc je fais juste un petit croquis, c'est une zone qui va être située à droite de la valeur petit a. Par exemple, si je place ma valeur petit a ici, j'arrive donc à une zone, les x qui sont au-dessus de petit a sont ici. La probabilité correspond donc à cette surface. Donc, plus mon petit a va être vers la gauche, plus la surface va grandir, ce qui veut dire que la probabilité est de plus en plus grande. Alors, on rappelle que lorsqu'on a une loi normale, l'air sous la courbe, l'air total sous la courbe, donc si j'assure tout, vaut 1. Ça veut dire qu'à partir du moment où je n'assure pas tout, mon air est forcément inférieur à 1. Donc voilà, donc je cherche une abscisse qui va faire que l'air à droite vaut 0,1. Alors, les premières choses à remarquer, c'est que la courbe étant symétrique par rapport à mon axe ici, eh bien, j'ai autant d'air sur la droite que sur la gauche. L'air sous ma courbe à droite de l'axe qui a été tracé vaut donc 0,5 et l'air à gauche 0,5, y compris ces petites parties ici qui ne sont pas dans la zone verte. Donc 0,5, 0,5, puisque l'air total sous la courbe représentative de la fonction de densité vaut 1. Et que ma courbe est symétrique par rapport à cet axe. Du coup, je sais déjà que, je me refais un petit croquis pour ne pas toucher à celui qui est au-dessus. Si le A se situe ici, de ce côté, l'aire qui se trouve ici sera une aire plus petite que 0,5, puisque l'aire pour la moitié de la courbe ici fait 0,5. Donc l'aire en rouge que j'ai tracé ici est plus petite que 0,5. Par contre, si jamais je place désormais le A de ce côté de l'axe, eh bien, ça me donne une aire qui est ici, qui est obligatoirement plus grande que 0,5, puisque jusqu'ici, cette aire-là donnait 0,5. Donc, l'aire en rouge ici serait plus grande que 0,5, ce qui exclut que la valeur A que je cherche, puisque moi je veux une valeur de 0,1, soit à gauche de mon axe. Mon axe ici est en 200. Je peux donc exclure toutes les valeurs qui sont à gauche de 200, donc plus petites que 200. Cela m'exclut la proposition A. Il y a également une autre proposition facile à exclure, c'est la D.
En effet, si l'aire verte située ici vaut 0,95, cela signifie que sur les extérieurs, donc le petit bout ici et le petit bout ici, si je les rassemble, ça me donne donc une aire de 0,05, puisque l'aire totale sous la courbe fait 1. Et si à 1, je retire l'aire verte de 0,95, je me retrouve avec 1 moins 0,95, ce qui veut dire que l'aire qui n'a pas été assurée vaut 0,05. Comme j'ai une symétrie de ma courbe et de ma zone verte, puisque là je suis écarté de 30 et je suis aussi écarté de 30 de ce côté, je me retrouve avec ce qu'il me restait en dehors de la zone verte, 0,05. Je vais en avoir la moitié dans cette zone et la moitié dans cette zone. Donc, ici, je me retrouve avec la moitié de 0,05, ce qui vaut 0,05 divisé par 2, c'est-à-dire 0,025. Et pareil de ce côté. Alors, en quoi cela va-t-il m'aider à exclure la proposition petit d? Eh bien, dans le petit d, la proposition, c'est que le A soit égal à 238,4. Donc, en gros, soit de ce côté de 230, 238,4, c'est par ici. Donc, le petit a serait ici. Ce qui voudrait dire que mon aire considérée dans mon exercice, les x plus grands que a, serait cette zone-là. Cette zone-là peut-elle avoir une surface de 0,1? Eh bien non, puisqu'on avait dit que la zone ici complète, contenant cette zone-là, vaut 0,025 et 0,25, c'est plus petit que 0,1. Ça veut dire que mon aire qui est ici est obligatoirement plus petite que les 0,1 que je cherche. Ce qui me dit que mon A ne peut pas être de ce côté de 230. Cela m'exclut la proposition D. J'ai donc exclu. Pour exclure A, j'ai invoqué l'argument qui disait que mon A ne pouvait pas être de ce côté de l'axe des abscisses, puisque sinon la probabilité serait plus grande que 0,5. J'ai exclu les A qui sont au-dessus de 230, ce qui m'a exclu la proposition D, parce que sinon, ma probabilité au-dessus de A devait être plus petite que 0,025, ce qui n'est pas le cas. Je me retrouve donc avec un A qui doit être entre 200 et 230 dans cette zone. Alors la question maintenant, c'est quelle est la bonne zone qui me permet de répondre? Quelle est la bonne valeur? 212,6 se situe par là. Et j'ai 219,2 qui se situe aussi par là. Donc, la question, c'est comment départager ces deux-là? Bien entendu, je n'ai pas tous les paramètres de la loi pour le moment, puisque je suis capable de lire l'espérance, qui est l'abscisse du pic de ma vague. Donc ça, c'est une loi normale de paramètres d'espérance mu égale 200, la question c'est que vaut l'écart type sigma? L'écart type sigma, je peux le trouver grâce à la probabilité qu'on m'a donnée. Il faut bien comprendre qu'ici, on ne pouvait pas me donner n'importe quelle probabilité pour départager les deux. On m'a donné 0,95 qui est une formule du cours. Dans mon cours, j'ai trois valeurs à bien connaître. Donc ce sont des valeurs arrondies, bien entendu. J'ai, quand je m'écarte de mu, simplement de sigma de chaque côté, donc la probabilité de mu moins sigma, mu plus sigma, qui est censée valoir 0,683. J'ai la probabilité, quand je m'écarte cette fois-ci, de 2 sigma, qui vaut environ 0,95. 954, c'est ce qui se rapproche le plus ici. Et quand je m'écarte de 3 sigma, ma zone rouge est encore plus grande et donc ma surface en dessous, sous la courbe, vaut 0,997. Donc grâce à ces trois formules, je vais pouvoir trouver une valeur de sigma. Alors, la formule que je vais sélectionner qui ressemble le plus à ma zone verte, c'est celle-là. Ce qui voudrait dire que mu étant 200, quand je vais jusqu'à 230, quand je m'écarte du coup de 30,
Eh bien, en réalité, et donc de l'autre côté aussi, hein, de 30, je m'écarte en réalité des deux côtés d'environ 2 fois sigma. Donc, ce qui veut dire que 30, c'est 2 fois sigma, ce qui estime sigma, du coup, à 30 divisé par 2, c'est-à-dire 15. Donc, visiblement, je suis avec une loi normale de paramètres mu égale 200 et sigma environ égal à 15. Ce qui veut dire que si je m'étais écarté simplement de sigma, je serais allé d'ici à ici. Il y a donc du coup deux méthodes pour conclure, pour savoir qui de 212,6 ou de 219,2 donne le bon résultat. Et bien maintenant que nous avons les deux paramètres, on peut rentrer dans la calculatrice cette petite formule ici. Donc on peut essayer de chercher qui de P de x supérieur ou égal à 212,6 ou P de x supérieur ou égal à 219,2 nous donne la valeur la plus proche des 0,1. Si je fais cela, je dois donc utiliser la formule FREP. Je vais dans... Hop, je vais essayer que ce soit sur l'écran. Voilà. Je vais dans Distribution, Normal FREP. On me demande, la borne inf. Donc, moi, c'est toujours une zone vers la droite. Je vous rappelle que ce que je cherche, c'est une zone où je place mon A et je veux être supérieur à ce A. Donc, la borne inf de l'intervalle que j'assure ici, c'est petit a. Donc, 212,6 pour la première. La borne sup, alors j'ai mis 100 millions pour simuler le plus l'infini. Vous pouvez mettre un nombre très grand comme celui-là. 215, mon estimation de sigma. Je valide et ça me dit 0,2. Donc c'est environ égal à 0,2 cette probabilité. J'essaye avec 219,2. Pareil, je laisse 10 millions pour simuler l'infini. Et je me retrouve avec 0,1 pour cette valeur. Je peux donc conclure que la valeur qui m'intéressait moi, c'était 219,2, puisque ça m'a bien donné les 0,1 qui étaient ici. J'en conclus que c'est les 219,2. Autre manière de départager les deux. Une fois que j'ai estimé sigma, je pourrais dire que, du coup, il y en a un qui est à gauche, 219,2 est à gauche de la marque rouge que j'ai faite à 215, alors que 212 est à droite. Or, cette marque rouge en 215, c'est la marque rouge de mu plus sigma, c'est-à-dire celle-là. Ce qui veut dire que au-dessus, ici, j'ai la partie qu'il me manquait ici. Cette partie qui me manquait, si je cherche à estimer quel est son R, eh bien, je peux dire que l'R assuré en rouge était de 0,683. Donc, ce qui me reste à l'extérieur, c'est 1 moins 0,683. Ce qui est environ égal à 0,317. Ce qui veut dire que l'air ici vaut la moitié, puisque les 0,317 correspondent à cet air qui me manquait de ce côté, plus celle qui me manquait de l'autre côté. Ce qui veut dire que si je divise par 2 0,317, je trouve 0,15, ce qui veut dire que l'air que j'ai assuré ici, ou plutôt 0,16, vaut 0,16 environ.
Ce qui veut dire que moi, je voulais une R de 0,1. Cette R-là est donc trop grande. Ma valeur petit a doit donc me donner une R plus petite que cette R que j'ai assurée. Elle est donc forcément sur la gauche. Et ça ne me laisse plus que 219,2. Car si la valeur était 212,6, ça serait à droite. Et donc l'aire rouge assurée plus grande que A serait plus grande que 0,16. Ce qui ne conviendrait pas puisque je veux que l'aire soit égale à 1.